Et nous allons poursuivre notre matinée avec le professeur Olivier Lyon-Camp qui va donc maintenant intervenir à la tribune. Olivier Lyon-Camp donc, est professeur à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et qui est médecin conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés. Merci beaucoup professeur, c'est à vous. Olivier Lyon-Camp, innovation et pertinence en médecine, un double enjeu. À Daniel Nahon de m'avoir convié. Je voudrais aussi vous dire, Monsieur Nahon, que je ne vous remercie pas de me placer juste derrière mon ami Alain Fischer. L'épreuve est toujours redoutable et il est sur les cimes, je suis dans la glaise. Pourquoi je dis ça ? Parce que finalement, quand on réfléchit un peu à un parcours de vie, on se rend compte qu'on a commencé à faire de la médecine pour soigner. Et puis, au hasard des rencontres, ou parce que on a en soi cette soif d'avancer, on s'oriente vers la recherche. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance, on peut aussi se poser la question de savoir si finalement, le médecin et le chercheur, ils n'ont pas en commun un fonctionnement. Je suis un peu provocateur, mais je dirais celui de l'individualisme. Et que finalement, et l'un et l'autre, à un moment donné, il est nécessaire, me semble-t-il, qu'ils posent leurs valises et qu'ils s'interrogent sur, un, leur place dans la société, deux, leur action dans la société, et trois, les applications que les avancées qu'ils développent vont avoir dans cette même société. Et c'est un peu ce que je voudrais vous passer comme message aujourd'hui, en sachant que moins il y aura de questions, mieux je me porterai. Heureusement, M. Nahon en a prévu 2. Je vous remercie. Pourquoi je dis ça ? Parce que la santé, aujourd'hui, a un poids économique absolument considérable. C'est près de 200 milliards d'euros qui sont dépensés chaque année. Ça représente presque 9% du PIB. Et ces dépenses, en gros, contrôlées ou pas contrôlées, bien contrôlées ou moins bien contrôlées, elles sont entre 2,1 et 2,3% par an. Et ça correspond, cela, à un nombre d'actes considérable et, comme vous le voyez apparaître, à un nombre d'hospitalisations tout aussi important. Tout ceci se déroule dans une situation particulière qui est la nôtre, qui est notre système de santé basé sur 2 principes. Je vais quand même les rappeler ici, parce que quelquefois certains ont tendance à les oublier, personne ici, j'en suis sûr, mais d'autres ailleurs. La solidarité et l'égalité. La solidarité, ça veut dire que les jeunes viennent en soutien des vieux, que les bien portants viennent en soutien des mal portants, qu'il y a ce soutien entre les situations et entre les générations. L'égalité, c'est que, où que l'on soit, qui qu'on soit, on devrait, on le sait, il y a malheureusement quelques exceptions qui sont à la fois géographiques et sociologiques, on devrait être traité de la même manière et accéder au même traitement. Ces 2 principes, ils se situent dans un contexte qui a évolué et qui évolue sans cesse, avec des tensions, qu'elles soient économiques ou sociétales,
qui ont beaucoup changé, beaucoup évolué au fil de ces 60 ou 70 dernières années. Et finalement, la réflexion, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut continuer dans un système comme le nôtre à garder ces deux piliers dont on peut penser quand même quelque part que, à leur base, ils ont tendance un peu à s'effriter. Pour partir de là, il y a deux dates sur lesquelles je voudrais replacer le discours que je tiens aujourd'hui. La première date, c'est la fondation de la Sécurité sociale, 1945, avec deux termes essentiels. Cette réforme, ou la création, pardon, de la Sécurité sociale, c'est axé sur le soin, et ça s'oriente essentiellement vers ce qui est, à l'époque, en 1945, de loin la situation la plus fréquente, c'est-à-dire les maladies aiguës. Ça a eu des conséquences, je vais y revenir dans un instant. La deuxième date, 1958, la réforme de Robert Debré, le grand-père de Patrice, on m'a dit qu'il était dans la salle, je le salue affectueusement. La création des centres hospitalo-universitaires. Et on peut dire que cette réforme a été un immense succès. Un immense succès pour ce qui est de la qualité des soins, pour ce qui est de la création de centres à la fois universitaires, hospitaliers et de recherche, la recherche étant dans les lieux de soins. Ça a été un succès. On n'a pas perçu, à cette époque, que finalement on donnait un coup de barre à l'organisation de notre système de santé, qui était que le système qu'on mettait en place allait créer un hospitalo-centrisme. Et finalement, dans le système qui est le nôtre, où il y a une médecine hospitalière, ou une médecine, on va dire, publique, et une médecine libérale, la médecine libérale a été, à ce moment-là, la grande victime, non programmée, mais de cette réforme. Il y a un déséquilibre, à ce moment-là, qui s'est créé et dont on mesure aujourd'hui les conséquences. Alors, je disais, ces deux grandes réformes, elles ont eu incontestablement des conséquences de manière extrêmement positive. La première d'entre elles, évidemment, et la principale, c'est l'allongement de la durée de vie. En l'espace de 50 ans, la durée de vie des hommes et des femmes et des hommes, s'est allongée de, en gros, une dizaine d'années. Les femmes avaient déjà une grosse avance sur nous, elles le conservent. Et c'est une bonne chose. La conséquence aussi de ce progrès, c'est que ces maladies aiguës, que l'on traitait mal ou pas, eh bien, un grand nombre d'entre elles sont devenues chroniques. Et aujourd'hui, le paysage, je dirais, sanitaire, s'est déplacé, c'est-à-dire que le combat n'est plus celui de vaincre les maladies aiguës, mais de prendre en charge correctement les maladies chroniques. C'est vrai pour toutes les maladies, depuis le sida, en passant par le cancer, d'autres maladies auto-immunes dont parlait si bien tout à l'heure Alain Fischer. Mais de passer à cette chronicisation des maladies, ça ne manque pas d'avoir un coût. Et en France, on estime que 75% des dépenses liées à la maladie sont dues aux maladies chroniques. Si on essaye d'aller un petit peu plus loin, il y a deux chiffres qui apparaissent là, mais je ne voudrais pas m'y étendre parce que
ce n'est pas à proprement parler le propos, mais ça pose des questions sur lesquelles peut-être Jean-François Delfraissy reviendra cet après-midi, je ne le sais pas. Mais quand on regarde les dépenses de santé, il y a une dépense qui est très importante, 30%, qui s'attache à la prise en charge des derniers mois de la vie. Comment? Pourquoi? C'est des questions qui sont du ressort de l'éthique, du ressort de la formation, et je passe le message et le flambeau à Jean-François pour qu'il aborde cette question cet après-midi. Et puis j'ai dit solidarité, solidarité entre les générations, oui, parce que vous le voyez, quand on estime les dépenses de santé en fonction de l'âge, eh bien, il y a une différence quand même pour moi, qui apparaît significative selon l'âge auquel on se trouve placé. 2 000 $ par an à 30 ans, 25 000 $ en moyenne à 75 ans. Ce progrès dont je parle, avec ses conséquences naturelles, il a laissé aussi de côté un certain nombre de questions. Ces questions, c'est d'abord l'oubli de la prévention dans notre système de santé. Alors, j'ai bien compris, vous avez eu 2 exposés fulgurants sur des procédés, et je suis absolument séduit par ce qu'a dit Alain sur finalement comment on peut éviter de remettre les enfants à la ferme en développement de nouveaux traitements, c'est formidable. Mais enfin, peut-être qu'avant d'en arriver là, on aurait pu se poser un certain nombre de questions. Et ça concerne d'autres champs. Donc, la formation a été oubliée, la prévention, et dans notre formation à nous, médecins et personnels de santé, il y a eu des grands, et il y a encore, des grands absents. Ces grands absents, c'est d'abord une réflexion que je vais qualifier d'éthique, mais éthique parce que ça a trait à un comportement humain d'un acteur dans un système. Comment on traite et comment on accompagne quelqu'un qu'on a en face de soi? Comment on établit un dialogue? Je vais en reparler tout à l'heure. Deuxièmement, dans nos études de santé, et pas de médecine, mais de santé au sens large, jamais la question de la dimension économique de nos gestes, de nos propositions, de nos recommandations n'est abordée. Nous sommes hors sol. Nous sommes des individus pensants, indépendants de tout contexte. Et on voit après, dans les discussions que l'on peut mener avec certains, l'absence totale de toute conscience de la réalité. Ensuite, je dirais que la psychologie et la sociologie ne font pas partie de l'éducation des acteurs de santé. Le drame que connaît la France depuis 1968, c'est que la psychologie a quitté les universités de santé. Heureusement, elle y rentre un peu aujourd'hui par le biais des associations, par le biais de la volonté de certains médecins, mais pendant 50 ans, pas 50 ans, 40 ans, elle a été loin, très loin, trop loin. Ensuite, on a oublié la dimension organisationnelle. C'est-à-dire que, et vous le verrez tout à l'heure dans un schéma, une des parties des dépenses de santé inadaptées tient à notre défaut d'organisation. Et le meilleur exemple, c'est l'absence de relation entre la ville et l'hôpital. C'est la source de dysfonctionnement majeur. Ensuite, les nouveaux métiers, on n'a pas pensé à ça. Finalement, si on veut bien voir les choses, le temps médical stricto sensu, c'est un temps d'expertise.
Il doit se consacrer à ça. Et puis, il doit y avoir des délégations de tâches de plus en plus importantes. Il n'y a pas eu d'appréhension, sauf dans certaines spécialités, de ces questions. Et puis enfin, et on le voit bien malheureusement dans des histoires récentes dont il est fait écho largement dans la presse, que malheureusement, du fait des conditions de travail, des pressions auxquelles sont soumises un certain nombre de personnels, eh bien, et Madame tout à l'heure soulevait la question du burn-out, il y a des situations de tension psychologique absolument considérables. Et il n'y a pas eu d'accompagnement de l'évolution de la santé. Le progrès, il a aussi des contradictions en lui-même. Ces contradictions, c'est qu'on risque évidemment d'accroître les dépenses, c'est une évidence. C'est une des raisons pour lesquelles il faut développer des actions spécifiques. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en face du progrès de la médecine, de l'allongement de la durée de vie, on n'a pas mis en face de cela des structures, des équipes en quantité et en compétences suffisantes pour accompagner les personnes qui arrivent au bout de la route. Et on aurait dû faire un investissement aussi important dans ce domaine que dans celui de l'innovation ou du transfert des nouvelles technologies. Il y a des inégalités criantes, malheureusement, dans les derniers mois de la vie. Ensuite, le progrès, il a des contradictions en lui-même. On s'est focalisé sur des niches, sur des problèmes qui sont l'apanage des sociétés développées. On a laissé de côté les grandes endémies. On a laissé de côté, surtout en France, la question des soins primaires, de l'accès aux médecins généralistes. On a négligé, comme je vous le disais tout à l'heure, l'organisation. Et puis, pour couronner le tout, on a mis en place, depuis 15 ans maintenant, un système mortifère. Je suis un peu direct, mais enfin, vous me pardonnerez, qui est celui de la tarification à l'activité dans les hôpitaux, qui vient se surajouter au fait que dans la médecine libérale, et depuis toujours, seul l'acte est pris en compte. Or, on est confronté aujourd'hui à des pathologies chroniques. Est-ce que ce type d'approche est encore légitime ? Est-ce qu'il faut pousser un hôpital à avoir le plus d'activités possible pour équilibrer son budget ? Donc on est dans une situation où il y a un emballement. On court après l'activité. Et pour pallier à ça, on a mis en place une succession de mesures inadaptées, les dernières n'étant pas meilleures que les autres. Bref, il faut donner à tout ça parce que c'est fragile la situation aujourd'hui. Il faut donner un peu de sens à tout ça, un nouveau sens. Pour ça, il faut donner du temps. C'est la première chose, donner du temps à tous les acteurs de santé pour écouter, pour comprendre, pour analyser, pour améliorer leurs pratiques, pour faire de la recherche, pour se former. Il faut aussi favoriser et accompagner l'innovation. Parce que l'innovation, selon la superbe formule de Schumpeter, elle est à la fois destructrice et créatrice. Elle bouleverse tout, mais elle donne un élan, une flamme. Et puis, et on va en parler, il faut renforcer l'acte juste. Et les deux se tiennent, et c'est le sens de mon intervention de ce matin. C'est-à-dire que pour que l'innovation prenne sa pleine expansion, il faut que dans la pratique de tous les jours,
le praticien respecte ce qui est recommandé. Il y a un système de vases communicants. Or, et c'est un peu le paradoxe, c'est que ces deux systèmes qui devraient communiquer l'un dans l'autre et l'un auprès de l'autre sont soumis à des tensions opposées. L'innovation, je parle sous le contrôle de ceux qui ont un jour trouvé quelque chose, pour la transférer, c'est un parcours d'obstacles. Tout se fait comme si on voulait retarder, je ne vais pas dire empêcher, mais retarder cette innovation de s'appliquer. Et puis, d'un autre côté, pour ce qui est de la pertinence, dans notre système de pensée, on punit celui qui sous-consomme ou qui a fait un geste par insuffisance. Souvenez-vous, mal à la tête, un enfant arrive aux urgences, on ne fait pas de ponction lombaire, il avait une méningite. Ça, on le punit. Mais celui qui, pour un enfant qui a mal à la tête à 15 ans, depuis 10 ans, par période, qui vomit et qui va faire 3 scanners et 2 IRM pour qu'on arrive au diagnostic de migraine, celui-là, ce médecin, on ne lui dira rien. Donc on est dans un système où finalement on punit ceux qui agit de manière insuffisante, mais celui qui est sans arrêt dans l'excès, eh bien, il est livré à lui-même. Donc on est dans deux systèmes qui ne se complètent pas l'un l'autre. Et pourtant, l'innovation en France, elle est, je vais peut-être dire un mot, là encore un peu excessif, mais elle est foisonnante. En 2017, il y avait 500 produits et dispositifs médicaux qui étaient en cours de développement en France à partir de créations françaises. Mais quand on voit après la réalité, pour développer une molécule, il faut faire des essais. Eh bien, en France, une molécule découverte en France, dans 68% des cas, elle est évaluée dans un pays étranger. Tellement c'est difficile en France. Alors qu'aux États-Unis, c'est seulement 10% de ces molécules qui sont évaluées dans des pays étrangers. Ensuite, il y a, et je ne vais pas m'étendre là-dessus, des problèmes de fixation des prix, d'approche de la reconnaissance de ces molécules qui devraient de plus en plus aujourd'hui se faire par famille et de façon globalisée au sein de l'Europe et pas pays par pays, molécule par molécule. Il y a un problème de méthode. Parce que toute innovation, elle doit être prise en charge, ça c'est clair, dans le cadre d'un transfert, après une évaluation et après une validation. Mais cette innovation, une fois qu'elle a passé tous les caps, malheureusement, il n'y a pas de réévaluation organisée dans la vie réelle. Or, vous le savez, des effets secondaires peuvent apparaître une fois que le médicament est passé dans la vie réelle. On en a tous les jours des échos. Mais ce n'est pas que les essais n'ont pas été bien menés, c'est que sur 500 malades, on n'observe pas la même chose que quand c'est 100 000, 200 000, 300 000 patients qui sont traités. Donc, réévaluation en vie réelle. Et pour ça, mettre en place des plateformes de pharmacoépidémiologie, suivre un médicament, détecter dans la vie réelle les effets secondaires qui ont pu passer inaperçus. Finalement, c'est difficile au début, et puis après, voilà, il y a un espèce de laisser-aller. Alors, je voudrais maintenant vous dire quelques mots, si j'ai encore un peu de temps, parce que je ne maîtrise plus rien, évidemment, mais de la pertinence. J'ai encore un peu de temps ? Oui, tout à fait. Merci. Bon,
la pertinence, c'est un mot qui est un peu galvaudé. Il y a deux formules que j'aime bien, mais retenez surtout celle du ministère de la Santé, que, évidemment, c'est normal. Hein ? Un soin est qualifié de pertinent lorsqu'il est dispensé en adéquation avec les besoins du patient, conformément aux données actuelles de la science et aux recommandations de la Haute Autorité de Santé en France et des sociétés savantes. Or, dans tous les pays du monde, cette règle-là, elle n'est pas respectée. Regardez aux États-Unis ce schéma qui montre au fil des années la proportion croissante de dépenses indues et induites par ce qu'on appelle les surtraitements, d'accord ? Deuxièmement, les déficits de coordination, j'y reviens, j'en parlais tout à l'heure, et puis ensuite, les défauts dans la délivrance des soins, c'est-à-dire la sous-utilisation. En effet, la pertinence, elle peut s'aborder sous deux angles. Un angle qui est faible aujourd'hui, curieusement mal évalué, qui est celui de la sous-utilisation, et celui de la surutilisation. La sous-utilisation, on peut donner deux interprétations générales et j'irai pas plus loin. La première, c'est les inégalités géographiques qui existent dans notre pays. On n'est pas traité de la même manière à Aix-en-Provence, on est traité, je ne vais pas donner d'exemple malveillant, ailleurs. Et alors le pire, c'est le Collège de France. On est maltraité là-bas. Bon. Alors, deuxième raison, c'est la formation continue des personnels de santé et des médecins. On ne peut pas considérer et admettre aujourd'hui qu'un médecin qui a fait, on va dire, 8 ans, 10 ans d'études, au bout de 10 ans, c'est terminé, il va partir avec son paquet de connaissances et que celles-ci ne changeront plus pendant les 30 ans de pratique qui vont suivre. Entre la sous-utilisation et la surutilisation, il y a quelque chose qui peut être partagé, et c'est intéressant, parce que les revues de littérature internationale, donc vraiment qui colligent tous ces cas, montrent que 30 à 50% des patients atteints d'une maladie chronique ne sont pas traités suivant les recommandations. Alors ça peut être de la ça peut être de la surutilisation. Mais parlons un peu de la surutilisation, parce qu'alors là, c'est richement achalandé, c'est le cas de le dire. Et vous voyez que les chiffres sont éloquents. Et c'est partout comme ça. Le pape de ces travaux, qui est Berwick, a montré qu'aux États-Unis, 600 milliards de dollars étaient dépensés, soit 20% des dépenses de santé, pour des gestes inutiles. Bon. Comme diraient certains, ça pourrait aller ailleurs. Le coût du gâchis en Europe, l'OCDE, 20%. 10% des erreurs hospitalières sont à l'origine, liées à des erreurs et à des accidents évitables. C'est considérable. Et quand on interroge, et c'est la FHF qui a fait cette enquête au cours des derniers mois, la Fédération hospitalière de France, 800 médecins de toutes catégories, eh bien, ils considèrent entre eux, et dans l'anonymat, que 30% des dépenses qu'ils induisent, ou que nous induisons, sont inutiles. Alors je voudrais illustrer mes propos de la situation française par deux illustrations. La première, c'est le problème des sténoses carotidiennes asymptomatiques. Je m'explique. Il y a deux artères le long du cou, qui sont les artères carotides, qui irriguent les 2/3 antérieurs du cerveau de chaque côté. D'accord ? Ces artères carotides, elles sont comme toutes les artères, elles peuvent être le siège de lésions d'athérosclérose.
Quand il y a de l'athérosclérose, le calibre de l'artère rétrécit. Lorsqu'il rétrécit, ça peut conduire à se boucher, ça peut conduire aussi à envoyer des petits emboles, des petits caillots qui vont donner des accidents vasculaires. On parle alors de sténose carotidienne symptomatique. Elle a donné lieu à un accident. Et puis, il y a d'autres situations où, parce que vous avez mal au pied, vous allez voir votre angiologue, votre cardiologue, il vous fait faire un Doppler et il vous dit « Ah, monsieur Lyon-Camp, vous avez 78 ans, il serait temps qu'on vous fasse un Doppler des vaisseaux du cou. » On fait un Doppler des vaisseaux du cou et on trouve un rétrécissement de mon artère carotide. Mais je n'ai jamais rien eu. Jamais. Je me porte. Bon. Enfin bref. Cette sténose est restée silencieuse. Aujourd'hui, toutes les sociétés savantes, toutes, sans exception, de cardiologues, de neurologues mondiales, disent une sténose silencieuse, ça ne s'opère pas. Regardez les chiffres. Il y a les bons élèves et il y a les mauvais élèves. Les bons élèves, on voit tout de suite, c'est le Danemark. 0%. Aucune sténose carotidienne silencieuse, asymptomatique n'est opérée. Et puis à l'autre bout, là, en rouge, il y a 2 pays. Un, on ne peut pas dire c'était avant le président actuel. Bon, donc j'évite les commentaires. Mais en France, 90% des sténoses carotidiennes opérées sont asymptomatiques. Donc on ne respecte pas les recommandations. Deuxième exemple que je voudrais vous donner, parce que c'est quand même assez prégnant. Il y a une étude qui a été faite en France sur 35 000 patients qui avaient suivi un parcours à partir de la découverte au niveau de la thyroïde, là, dans le cou, d'une petite boule qu'on appelle un nodule thyroïdien. Alors, il y a des recommandations. Quand vous avez un nodule thyroïdien, il faut faire une échographie et il faut doser les hormones thyroïdiennes. Si l'échographie et si les hormones thyroïdiennes sont élevées, à ce moment-là, vous filez vers un endocrinologue parce que vous avez une maladie de la thyroïde. Si l'échographie est normale, on ne fait rien. Si l'échographie montre un nodule et que les hormones sont normales, eh bien, il faut faire, on dit, une ponction, une petite aiguille dans la thyroïde. Là, on prélève des cellules, les cellules sont normales, on s'arrête là, les cellules sont douteuses, eh bien, il faut opérer, il faut enlever la thyroïde ou la partie de la thyroïde malade. Eh bien, quand on voit cet arbre décisionnel, qui est pourtant simple, retenez toujours en rouge, là, ce qu'il faut retenir, là, c'est que 2/3 des patients n'ont pas eu un parcours de soins qui correspondait aux recommandations. 2/3. Et au sein de ça, ce qui est plus ennuyeux, c'est qu'il y a des variations géographiques. Il y a des régions où on y va franco, d'autres où on les suit. Il y a comme ça des petits îlots de résistance. Bon, il faut essayer de comprendre d'ailleurs pourquoi il y a des îlots de résistance. C'est intéressant. Et puis ça serait rien s'il n'y avait pas des complications qui surviennent. Et là encore, les complications, il y a des grandes variations interrégionales. Bon, or c'est quoi les enjeux? Les enjeux, c'est le respect des bonnes pratiques. Le respect des bonnes pratiques, pourquoi? D'abord pour réduire le risque. Et je vous rappelle simplement une évidence, c'est que effectuer un geste, quel qu'il soit, qui n'est pas recommandé, c'est faire courir un risque infini à celui à qui vous proposez ce geste. Mais infini au sens strict, puisqu'il n'est pas pertinent. Il n'avait pas de raison d'être.
La deuxième chose, c'est la réduction des dépenses, mais pour avoir une utilisation utile des ressources dégagées. On n'est pas dans un système de contraintes, on est dans un système où il faut rééquilibrer les choses, être juste et engagé. Alors on peut se poser la question de pourquoi est-ce qu'elle n'est pas respectée. La première, c'est qu'on ne forme pas bien les professionnels à cela, et les outils qu'on leur donne ne sont pas toujours adaptés. Ça, c'est vrai. La deuxième, c'est qu'ils ont en face d'eux des patients qui sont ou mal ou pas informés. Ça, c'est un enjeu absolument majeur. Discussion, je ne vais pas dire d'égal à égal, parce que quand on se trouve en face d'Alain Fischer et qui vous bombarde avec une anomalie chromosomique à laquelle on ne comprend rien ou une variation d'un allèle, mais pour moi, qui suis un besogneux, vous dire vous avez de l'asthme, voilà, il y a deux types de traitements, l'un c'est ça, l'autre c'est ça, avantages, inconvénients, risques, etc. C'est pas très compliqué. Et puis, je parle sous le contrôle de Jean-François Delfrécy, mais depuis toujours, avec le sida, tout le monde est habitué à créer et à travailler dans ce dialogue. Malheureusement, dans très nombreux cas, ce dialogue constructif, co-construit, n'existe pas. Et puis il y a un dernier point, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la médecine est malheureusement pour les vieux, comme moi, une spécialité qui évolue. Et on considère que 25% seulement des recommandations sont encore valides à 8 ans. Et que le taux de renouvellement, c'est tous les 5 ans. Il faut sans arrêt se remettre à jour. Alors, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas respectée, cette pertinence? Elle n'est pas respectée pour des raisons qui sont tout à fait valables et intéressantes à analyser. Je ne vais pas les développer trop, mais par exemple, l'avènement de l'imagerie par résonance magnétique, examen indolore, sans danger, a conduit à multiplier ces examens. Et on découvre, à l'occasion de ces examens, des variations qui, pour les non-initiés, conduisent à des parcours de soins qui n'ont pas de raison d'être. La deuxième raison, c'est que les critères de diagnostic changent et que sur une donnée biologique ou tensionnelle, on a créé des pathologies. Ça, c'est un point très important. On ne traite pas un hypertendu de la même manière qu'on traite un diabétique hypertendu. Eh bien non, les règles et le développement des produits ne se fait pas avec ces nuances. Troisièmement, il y a la crainte du litige. Et 60% des médecins considèrent que ça justifie cette crainte des litiges, des examens complémentaires. Et puis, il y a d'autres questions qui se posent. C'est jusqu'où on traite, quand on traite, alors que les médicaments qu'on propose ont des effets qui sont limités et qu'on n'a pas d'expérience de ce qu'ils donnent et font vivre dans la vraie vie. Vous voyez ce à quoi je fais allusion. Donc, finalement, et j'en aurais terminé, on peut se demander si la surmédicalisation, c'est pas finalement une réponse excessive, et je vais dire paradoxale, à ce qui aujourd'hui fait défaut en grande partie dans notre mode d'organisation, c'est-à-dire la prévention. Elle fait aussi probablement réponse à cette dichotomie qui existe entre la médecine de ville et la médecine de l'hôpital. Il y a des redondances absolument considérables. Dans tous les cas, elle conduit, cette surmédicalisation, comme la sous-médicalisation, à un risque excessif. Et ça, c'est absolument inadmissible. Enfin, et c'est fini, je voudrais dire qu'en abordant ces questions de l'innovation et de la pertinence, je voulais vous montrer que les deux sont liés. D'abord, l'innovation, ça enrichit la pertinence, ça la modifie et ça l'enrichit.
La deuxième chose, c'est que dans un monde, celui que nous connaissons, si l'on veut respecter les principes fondamentaux de notre système de santé, l'égalité, la solidarité, il faut trouver des congruences. Et la congruence, c'est de dire « soutenons le progrès » en rationalisant dans le bon sens, c'est-à-dire en étant juste dans nos actions. Je vous remercie. Anne-Marie Van Leeuwen, moi je voudrais quand même dire une petite chose perverse du système de la carte vitale, c'est qu'en France, à cause de la carte vitale, les gens ne connaissent absolument pas le coût ni des maladies, ni des soins, ni de l'hôpital, etc. Et je pense que ça signifie aussi qu'on peut tranquillement continuer à faire des ordonnances de médicaments qui durent, qui continuent à durer et qui sont mises dans un placard avec les médicaments qui ne sont plus utilisés. Je pense que là, il y a peut-être quelque chose à faire. Vous voulez que je réponde ? Allez-y, monsieur le professeur. Bon, je ne suis pas absolument certain que votre proposition fasse l'unanimité. Ce que je veux dire, c'est que quand on va acheter un médicament, soit on a une ordonnance, soit on n'en a pas. Si on n'a pas d'ordonnance, on paye son médicament. Si on a une ordonnance, excusez-moi, mais il faut être deux. Il faut qu'il y ait un prescripteur et un receveur. Voilà. Donc, je dis simplement que c'est un problème de responsabilité, d'explication, je vais dire de co-responsabilité. N'infantilisons pas les acteurs de deux côtés en recourant à des mesures qui pourraient être un peu coercitives. La deuxième question est ici, tout en haut de la salle, sur votre gauche, monsieur le professeur. Voilà, monsieur, si vous voulez bien vous lever. Voilà, merci. Bonjour, Philippe Carr, je suis enseignant. Au vu du mode de rémunération des médecins, pour vous, faire de la prévention pour un médecin, ça veut dire quoi? Et la rémunération, n'est-elle pas, le mode de rémunération n'est-il pas responsable, puisqu'un médecin, par définition, il est payé à l'acte? Vous avez raison, monsieur. Alors là, vous avez bien perçu. Aujourd'hui, les actes de prévention sont mal ou pas pris en compte. Vous savez que y a certaines consultations qui sont considérées comme étant ou intégrées dans des plans de prévention. Il y a une rémunération modeste, il y a une rémunération. Mais ça n'est pas du tout valorisé comme un acte de pratique. Je veux dire qu'il faut repenser ce qu'est la prévention. Quels sont les acteurs de prévention? D'abord, il n'est pas évident que ce soit les médecins les mieux placés. Par exemple, vous le savez, il y a un certain nombre de gens aujourd'hui qui pensent que la nouvelle orientation qu'a donnée le président de la République aux jeunes étudiants en médecine, dans les écoles, dans les lycées, pourrait être un moyen de transmettre de manière simple et en plus avec des mots que souvent les adultes ne possèdent pas bien, avec des mots qui soient adaptés à ceux et à celles qu'ils ont en face d'eux. Et je pense que ça, par exemple, c'est une piste qui pourrait être largement développée. Voilà. Ceci dit, je suis d'accord avec vous que le système tel que on le connaît aujourd'hui, porte en lui le ver de sa destruction, c'est-à-dire de la destruction de la prévention, puisque ce n'est pas identifié comme un acte qui aurait, à un moment donné, encore plus de valeur que les autres. Malheureusement, ce fut trop bref comme question. Merci beaucoup, professeur.